et bonjour à tous et à toutes. Alors, comment ça marche? Hop. Alors, effectivement, la PAC et l'environnement, c'est pas un sujet qui allait de soi lors de la création de la PAC. On verra au fur et à mesure de l'après-midi qu'il y a eu des progrès de fait, même si, je rassure tous les étudiants qui sont ici, il y aura encore du travail pour vous dans ce domaine pendant quelques années. Alors, cette histoire, elle est évidemment intimement liée à l'histoire de la politique agricole commune qui, comme l'a dit M. Cazeneuve, a débuté dans les années 60 avec une visée productiviste. On devait nourrir l'Europe et la PAC avait un objectif simple, celui de nourrir l'Europe, d'augmenter la production agricole afin que les Européens soient autonomes au plan alimentaire. C'est seulement en 1992 que l'on voit arriver les premiers objectifs environnementaux de la politique agricole commune, à un moment où la PAC était non seulement l'Europe était non seulement autosuffisante au plan alimentaire, mais depuis les années 70-80, elle devait aussi gérer des surplus, des excédents, et ce sont les nouveaux problèmes qui sont arrivés à partir des années 70-80, avec notamment en 84 l'apparition des quotas laitiers par exemple. Et les premiers objectifs environnementaux, ils sont arrivés un petit peu comme un argument secours pour justifier de ce qu'on a appelé le découplage des aides, c'est-à-dire on avait des prix garantis pour inciter les agriculteurs à produire. On a fait baisser ces prix garantis, en contrepartie, on a donné des aides directes, et quand on a donné des aides directes, évidemment, le soutien aux agriculteurs, il est plus visible. Donc, on doit politiquement justifier ce soutien aux agriculteurs, et donc sont apparus à ce moment-là des objectifs d'environnement et aussi de développement rural. Donc, l'idée sous-jacente, elle était de dire les agriculteurs sont subventionnés car ils remplissent des fonctions environnementales pour les territoires. Moi, je suis économiste, ça a été dit, en économie, je fais de l'économie publique sur l'agriculture et sur l'agroalimentaire. Généralement, quand on a une politique publique bien organisée, on a un objectif de politique publique et on met en face un instrument de politique publique pour atteindre cet objectif. Et on va voir que l'histoire de la PAC nous montre que la réalité n'est pas vraiment comme le rêve des économistes qui analysent les politiques publiques. Alors, au fil des réformes suivantes, on a eu un renforcement des objectifs environnementaux avec tous les processus de verdissement de la PAC. Parce qu'au fil des réformes, on a grosso modo une réforme tous les 8-10 ans à chaque cadre budgétaire. Et quand même, depuis 1992, les objectifs environnementaux se sont renforcés et on a un processus de verdissement des objectifs et des outils de politique publique. Mais ce qui est à noter dans ce processus, c'est qu'au fil des réformes, on adopte toujours de nouveaux instruments sans abandonner les précédents. Donc, dans les années 60, c'était très simple. On avait des prix garantis pour stimuler l'offre. Et au fil des réformes de la PAC, on a développé des outils de plus en plus complexes. Donc, on a complexifié les outils de la politique agricole avec quand même un enjeu majeur, c'était de découpler les aides et de continuer à découpler les aides, donc faire baisser les prix garantis au fil des réformes et allouer de nouvelles aides directes. Donc ce principe de découplage, il avait pour objectif de renforcer les effets de marché, donc de donner au prix un réel rôle incitatif pour les agriculteurs et pour les opérateurs des filières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport aux années 70, on a des prix qui sont beaucoup plus volatiles, qui évoluent dans le temps, qui sont cycliques, ce qui a un effet direct, évidemment, et néfaste souvent pour les revenus des agriculteurs. On a eu, sur toute cette période, un renforcement des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'exploitations qui produisent de plus en plus. Donc on a un effet de concentration de la production dans les exploitations agricoles. Et puis, dans ces grandes tendances, on a des mesures environnementales qui peuvent être
considérée comme positive pour l'environnement, mais qui reste relativement marginale dans la globalité, en tous les cas, des instruments de la politique agricole. Les plus connus étant, par exemple, les mesures agro-environnementales à une époque, les aides spécifiques au bio, dont on parle beaucoup actuellement notamment. Et puis, on a des mesures spécifiques qui tentent de donner un aspect environnemental aux autres aides. C'est ce qu'on appelle par exemple la conditionnalité, c'est-à-dire qu'on a des aides et si on respecte ou si on fait un plus en termes d'environnement, on va avoir un bonus ou un malus. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité ou les effets de verdissement. Alors, quand on parle PAC, on parle souvent un peu argent quand même. Donc là, vous avez le budget de la PAC qui, vous le voyez, évolue au fil des années, mais sachant que le nombre d'agriculteurs diminue dans l'Union européenne, vous voyez que cette croissance par agriculteur, elle est quand même significative. Vous voyez les aides, le principe de découplage se renforçait à partir des années 90, là-bas, là, les aides bleues qui arrivent, et je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais les aides qui sont spécifiquement environnementales, c'est ce qui est assuré en noir. Donc le verdissement, et puis les aides spécifiques pour l'environnement et pour le climat. Donc vous voyez qu'à échéance 2020, ça reste une partie relativement marginale du budget de la politique agricole, si on considère vraiment les aides environnementales. Après, certaines aides, je vous l'ai dit, avec le principe de découplage ou de verdissement, vont avoir des effets, une dimension environnementale plus ou moins affirmée, mais en tous les cas, elles ne sont pas spécifiquement liées à l'environnement. Alors, l'Europe s'est fait taper sur les doigts récemment, notamment par la Cour européenne, par la Cour des comptes européenne en 2017, qui a sorti un rapport indiquant que l'Union européenne était très très mauvaise en matière d'environnement et d'agriculture, et que les aides spécifiques à l'environnement n'étaient pas efficaces. Donc ça a évidemment été un choc pour ce secteur en 2017 et en 2018, et ça a été préalable aux discussions sur la prochaine réforme dont je vous parlerai plutôt en deuxième partie d'après-midi. Et cette inefficacité, elle est liée un peu aux effets que je vous ai décrits précédemment, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'instruments de politique publique développés, et je ferai le point sur les propositions pour la PAC 2030 dans la deuxième partie de l'après-midi, et vous verrez que c'est assez éloquent rien que de présenter les nouveaux instruments qui s'adossent aux anciens en termes de complexité. Et donc cette complexité, elle se traduit pour les agriculteurs et pour les acteurs de manière générale par un certain manque de lisibilité de l'environnement et des objectifs en termes environnementaux. L'autre problème sur la PAC et l'environnement, c'est que dès qu'on met en place des politiques environnementales, on doit se doter d'outils de contrôle et de mesures à la fois de l'application et de l'implication des agriculteurs et du respect des normes, des mesures. Et là, du coup, ça nécessite des moyens qui sont très très importants pour les administrations donc européennes, mais évidemment déclinés au niveau national. Donc c'est sur ce bilan contrasté qu'on va négocier la prochaine réforme qui affiche de nouveaux objectifs en termes de climat et d'environnement.